Si tu es un fidèle de la chaîne Sympa, tu as probablement remarqué que nous aimons les avions. Et nous adorons en sauter, le plus souvent possible. Mais ça, c'est une autre histoire. Certaines questions concernant les avions nous semblent encore confuses, comme par exemple, pourquoi les fenêtres des avions sont-elles rondes plutôt que rectangulaires, comme celles des maisons? Et pourquoi les stores doivent-ils être ouverts lorsque l'avion décolle et atterrit? Bon, il est grand temps de trouver des réponses. Voyons d'abord cette histoire de hublot sans coin. Bien qu'il existe depuis les années 1920, le transport aérien commercial n'a vraiment démarré que dans les années 1950. C'est alors que les avions ont commencé à voler à des altitudes plus élevées. Cela a permis aux compagnies aériennes d'économiser des tonnes d'argent parce que là-haut, l'air est beaucoup moins dense et les avions consomment donc moins de carburant. Le seul inconvénient à ce nouveau développement, c'est que la cabine de l'avion devait être pressurisée. Sinon, les passagers ne pourraient pas respirer à une altitude de 9000 mètres, si bien qu'ils s'évanouiraient et manqueraient le spectacle, à savoir 2 jongleurs et un mime. Bon, ok, je retire la dernière partie. Les premiers avions en forme de boîte carrée ne pouvaient pas supporter ce genre de pression. Alors les ingénieurs ont présenté une nouvelle cabine en forme de cylindre. Mais même après cette mise à niveau, les avions avaient encore des fenêtres carrées standards, ce qui s'est avéré être une grave erreur. Plusieurs avions ont explosé en plein vol à cause de cela. Il se trouve que la pression s'accumule justement dans les coins, ce qui en fait des points faibles. Si chaque fenêtre carrée comporte 4 points vulnérables, elle risque fort de se briser sous l'énorme stress du maintien de la pressurisation de la cabine pour les passagers en haute altitude. Heureusement, le fait d'arrondir les fenêtres des avions a résolu ce problème une fois pour toutes. Une telle forme permet de répartir la pression et réduit ainsi les risques de fissures ou d'autres dommages. Ainsi, on peut désormais respirer tranquillement et regarder par la fenêtre sans avoir à se soucier de cette disparition sous la pression. Ok, très bien, mais qu'en est-il des stores? Pourquoi est-ce qu'on nous dit toujours de les garder ouverts lorsque l'avion décolle ou atterrit, alors que le soleil nous empêche de dormir? Il s'avère qu'il y a aussi de sérieuses raisons de sécurité derrière cela. Lorsque les stores sont fermés, les agents de bord ne peuvent pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Et comme la plupart des accidents surviennent au décollage et à l'atterrissage, il est essentiel que l'équipage de cabine ait une bonne vue d'ensemble de ce qui se passe dehors. Et en cas de problème grave, ils pourront réagir rapidement et évacuer les passagers. De plus, l'ouverture des stores permet aux yeux des passagers de s'ajuster. S'ils doivent sortir de l'avion à la hâte, ils ne seront pas aveuglés par la lumière. Ok, acceptons le fait que les stores doivent être ouverts à des moments particuliers pendant le vol, même quand on est grincheux et qu'on essaie de dormir. Mais ces fenêtres ont-elles vraiment besoin d'être si basses? Pourquoi faut-il s'affaler sur son siège pour essayer d'admirer la vue? Surprise, surprise, c'est aussi pour des raisons de sécurité. En plaçant les fenêtres aussi basses, les fabricants d'avions répartissent la pression autour d'elles de façon plus uniforme. Il se trouve que le plancher de l'habitacle n'est pas le dessous de l'avion. Si les fenêtres étaient plus hautes, elles seraient beaucoup plus proches du haut de la carlingue, et cela empêcherait cette distribution harmonieuse de pression si importante et dont tu viens peut-être d'apprendre l'existence. Par conséquent, les fenêtres de l'avion sont situées plus près de la ligne médiane du fuselage, même si elles sont assez basses par rapport à la hauteur totale de la cabine. Ok, mais qu'en est-il de la taille des fenêtres? Elles nous donnent l'impression d'être des géants, n'est-ce pas? Pourquoi sont-elles si petites? Tu as une idée de la réponse? Oui, c'est encore une question de sécurité. De trop grandes fenêtres peuvent affaiblir le fuselage de l'avion. S'il n'est pas assez solide et qu'il cède sous la pression, il se déchirera. Pas génial. De petites fenêtres empêchent cela, puisque la cellule reste robuste. Cependant, il y a une autre raison pour laquelle les fenêtres d'avion sont de petite taille. Imaginons que l'impensable se produise, que l'une des fenêtres soit soufflée à une altitude de croisière de 10 670 mètres. Le passager assis à côté de cette fenêtre serait immédiatement aspiré de l'avion et la vie des autres passagers serait en danger. Avec un trou béant dans cette petite bulle d'air respirable, la cabine serait dépressurisée. Même avec des masques à oxygène, les passagers ne tiendraient pas longtemps dans de telles conditions et les pilotes devraient ramener l'avion à moins de 3000 mètres, ce qui serait suffisant pour que tout le monde puisse respirer normalement. Si les fenêtres étaient plus grandes, la pression de la cabine s'échapperait plus vite et par conséquent, l'air deviendrait irrespirable bien avant que l'avion ne parvienne à atteindre une altitude de sécurité. Alors, pourquoi les fenêtres du cockpit sont-elles si grandes? Là, c'est une question de priorité.
Les pilotes doivent pouvoir voir ce qui se passe autour d'eux et où ils vont. C'est pourquoi les fabricants d'avions dépensent une fortune pour des vitres de grande dimension conçues avec la forme, le matériau et l'épaisseur parfait. Ainsi, même s'ils sont effectivement panoramiques, les pare-brises du poste de pilotage peuvent résister à des différences de pression incroyables, à des chocs avec des oiseaux malchanceux et à d'autres contraintes de vol. Jusqu'à récemment, on ne s'était jamais rendu compte que tous les avions de ligne commerciaux avaient leurs portes sur le côté gauche. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, le capitaine est généralement assis à gauche. Si la porte est de son côté, il lui est plus facile d'aligner l'avion avec la passerelle du terminal. De plus, les pilotes doivent être en mesure d'évaluer la distance entre l'aile et le terminal afin de pouvoir se garer juste devant la porte. Enfin, alors que l'équipe au sol fait le plein de carburant du côté droit, les passagers qui embarquent à gauche ne les empêchent pas de faire leur travail. Il en va de même pour le chargement et le déchargement des bagages. Une autre question liée aux portes des gros porteurs est « Pourquoi s'ouvrent-elles toujours vers l'intérieur ?» Un indice, il s'agit d'une porte plug, c'est-à-dire que la porte se ferme d'elle-même grâce à la différence de pression entre ses deux côtés. Comme tu le sais désormais, la pression à l'intérieur de l'avion est beaucoup plus élevée qu'à l'extérieur. Cette pression force littéralement la porte dans son emplacement et l'empêche de s'ouvrir jusqu'à ce que la pression soit égalisée. En d'autres termes, au lieu de compter sur le système de verrouillage de la porte, qui peut faire défaut, on profite de la loi de Boyle qui explique comment pression et gaz sont liés. C'est pourquoi il est impossible d'ouvrir une porte d'avion pressurisée en plein vol. Chaque centimètre carré de cette porte subit une pression de 0,4 kg par centimètre carré. Donc pour l'ouvrir, il faudrait tirer avec une force de 500 kg. Aucun être humain n'est assez fort pour accomplir un tel exploit, à moins que Hulk ne se trouve à bord. La seule façon de le faire est de demander au pilote de dépressuriser la cabine. Mais qui voudrait faire une chose pareille ? Nous avons aussi découvert récemment que les sièges orientés vers l'arrière sont beaucoup plus sûrs que les sièges normaux car ils offrent un meilleur soutien pour le cou, la tête et le dos. Mais alors, pourquoi les compagnies aériennes ne remplacent-elles pas tous les sièges existants par des sièges orientés vers l'arrière ? C'est d'abord une question de psychologie et de tradition. Tu te sentirais probablement un peu perdu si tu entrais dans une cabine d'avion et que tu voyais tous les sièges faisant face à la mauvaise direction, n'est-ce pas ? Mais la principale raison de laisser les choses telles qu'elles sont est le coût énorme que cette rénovation entraînerait. Si les sièges étaient orientés vers l'arrière, le centre de gravité de chaque passager serait déplacé et cela créerait plus de pression sur ces sièges. Il faudrait alors les renforcer, ainsi que les équipements et le plancher de la cabine. Au bout du compte, le poids de l'avion augmenterait, il consommerait plus de carburant et les compagnies aériennes devraient dépenser beaucoup plus d'argent et probablement glisser leurs mains plus profondément dans ton portefeuille. Il existe des sièges orientés vers l'arrière dans certains avions, mais il faut payer plus cher pour les réserver. Par exemple, les cabines premium de British Airways, d'Etihad ou d'American Airlines offrent la possibilité de s'asseoir en marche arrière, et certaines personnes choisissent ces sièges pour l'intimité supplémentaire qu'ils confèrent. Et si tu crains d'avoir mal au cœur en t'asseyant en marche arrière pendant un vol, ne t'inquiète pas, tu sentiras à peine la différence puisque ce n'est pas du tout la même sensation que dans un bus ou un train. À quelles autres questions sur les avions aimerais-tu avoir des réponses ? Laisse-les dans les commentaires et nous les inclurons dans notre prochaine vidéo. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un j'aime à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie côté sympa.